tu te sens comment quand t'es appelé et tu te sens comment quand tu procèdes au lavage? Hum, Quand je suis appelé, pour moi, euh, déjà, automatiquement, tu sens l'utilité, le besoin, tu sens le besoin quand on te sollicite. Parce qu'en général, quand on t'appelle, euh, c'est qu'il n'y a pas forcément quelqu'un pour laver le défunt. Il n'y a pas la famille. Ou soit il y a la famille et ils se sentent pas capables, et du coup, voilà. Mais en gros, c'est qu'il y a personne dans la pratique pour le faire. Donc en fait, je sens la notion du devoir. Voilà. Ce que je ressens tout de suite, c'est la notion du devoir. Quand je reçois un message, un appel et que on me sollicite, c'est j'ai ce devoir de. En tant que musulman, je me dois de d'aller laver ce frère qui soit est seul, soit il y a personne pour le laver et du coup voilà, je dois accomplir ce devoir. Alors, on en parlait hier du lavage mortuaire, et ce qui est assez fou, c'est que du coup, hier soir, à la Mmh. fin de la journée, tu reçois ce message Ouais. te demandant si tu es disponible. Ouais. En fait, on en a parlé hier du coup, sauf que ça c'est quelque chose. Je crois qu'on avait évoqué dans notre relation. On l'a déjà évoqué comme Mm. ça on l'a survolé. Mais hier, on est plus rentré quand même dans le sujet en profondeur. Et ce qui est fou, subhanallah, c'est que du coup, hier soir, je reçois un message et il y a besoin de laver un défunt ce jour à 10 heures. Et ça, je le reçois, il est 21 heures suite à nos conversations. Donc, un peu en lien avec ta première question du départ, mais on l'a déjà évoqué, qu'est-ce qui pousse les gens à un rendez-vous, un appel, par qui? Voilà. Chacun y met ce qu'il veut. Mais moi, je le prends comme ça. Je me dis que c'est pas anodin. On en parle hier, on rentre dans le sujet et il nous appelle. Bah, tu sais quoi, moi ça me fait penser au rapport à la mort. Moi j'ai eu l'occasion de voir mon grand-père décédé, paix à son âme. Euh, j'ai pas été touché à ce moment-là, j'étais adolescent. Donc moi personnellement, quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a rien fait. Je savais pas comment l'accueillir, c'est la première fois. Hmm. Et ça m'a fait quelque chose quand j'ai vu ma tante, donc la sœur de mon père, sortir de la voiture et pleurer, pleurer, pleurer. Elle avait même pas vu le corps, qu'elle était comme ça, ah oui, ah oui, oui. À ce moment-là, j'ai vu la scène et je savais plus trop où mettre, mais je me sens gagné par une émotion. Je me dirige vers la porte, j'étais à côté de la porte de mon oncle, là où vivait mon grand-père, et je vois mon cousin sortir en pleurs. Et j'ai pas le souvenir de l'avoir vu pleurer, Ouais. à part quand il s'est fait punir. Là, c'est la première fois que je le vois pleurer alors qu'il n'y a pas de punition. Hmm. Là, je me suis dit, waouh, Il y a un c'est grave. truc. Hmm. Et par la suite, moi, j'étais dans l'armée de réserve, ben forcément, tu t'entraînes à utiliser une arme, tu t'entraînes à protéger tes camarades ou des populations civiles, donc tu envisages ce scénario dans lequel tu vas être confronté à des morts. Tu te fais même parfois tirer dessus à blanc, Hmm. donc tu réfléchis ta propre mort. Et le troisième et dernier contexte dans lequel je me suis retrouvé à être confronté à ça, c'est depuis 2 ans, dans le cadre des psychothérapies, on organise des séjours et demain on organise un séminaire ici dans la ville de Sens, là où les gens seront amenés à vivre leur propre mort, avant la vraie. Hmm. Et je me suis rendu compte que la confrontation, et c'est ça ma question pour toi, je me suis rendu compte que le fait d'être confronté à sa mort, de creuser sa propre tombe, de sentir quand on te pose la terre dessus comme ça, sentir que ta respiration elle devient lourde, sentir quand on vient de poser de la terre sur les yeux, il te reste plus que le nez et la bouche pour respirer, ah, il y a toute ta vie qui défile. Hmm. Et quand en plus tu te retrouves toi à aider quelqu'un dans sa mort, parce que tu peux pas, les gens qui disent oui, je me suis fait tout seul, pour naître ou pour mourir, t'es obligé d'avoir T'es quelqu'un. obligé. Hmm. Et quand tu vois les autres se confronter à leur propre mort, ça bouleverse, ça vient secouer beaucoup de choses à l'intérieur. Toi, Mehdi, c'est quoi ton rapport à la mort? Euh, Moi, la première fois que j'ai
goûter à la mort, bah, c'était pas mon grand-père, c'était ma grand-mère. Ça s'est fait subitement, entre guillemets. Ma grand-mère, en plus, c'était pour moi, c'est celle qui m'a élevé. Donc, je perdais ma grand-mère, mais je perdais aussi ma mère. Et du coup, premier rapport à la mort, ça a été ça. Ce jour-là, je suis devenu un homme. Tu vois, on en a parlé hier. Je suis devenu un homme parce que j'ai dû avoir des responsabilités. On est une grande famille, mais ça m'a permis de devenir un homme, de me resituer par rapport à ce que je percevais dans ma famille comme des super-héros. Et de me dire, voilà, en fait, je suis obligé. Ça m'a fait comprendre que on est obligé de passer par là. Pour moi, ça a été une leçon. Et donc, ce rapport, il est là. Et par la suite, du coup, parce que moi, j'étais anti-hôpital, j'étais dans la fuite pendant très longtemps. Je veux pas aller à l'hôpital. Ma grand-mère a été malade un petit peu, mais pas au point de mourir. Et je voulais pas aller la voir, comme je t'ai dit. Tu vois, je me refusais. Non, j'ai pas envie, on verra. Et puis, il a fallu que ce fameux rendez-vous arrive, dans le sens où j'ai été blessé. J'ai dû me rendre à l'hôpital. Et mon intention, malgré tout, n'était de pas aller voir ma grand-mère dans sa chambre. C'est fou, hein. Alors, pourquoi tu voulais pas voir ta grand-mère dans sa chambre, sachant qu'elle était mourante? Alors, elle n'était pas mourante. Ok. Elle devait rester 15 jours à l'hôpital et sortir, se faire opérer et sortir. Mais je fuyais. En fait, je voulais pas la voir dans cet état-là parce que je savais que ça allait me tordre. Mais vraiment. Et donc j'ai toujours, mais peu importe qui allait à l'hôpital, même si j'ai toujours refusé et non, j'y vais pas, tu sais, je repousse. Par contre, je prenais des nouvelles au téléphone, etc. Tu vois, est-ce que ça va, est-ce que tout va bien? Oui. En fait, alhamdoulilah, tu vois, tout va bien. Et ce jour-là, donc je vais à l'hôpital, et puis pour moi, et j'ai quand même pas l'intention d'aller voir ma grand-mère, hein, vraiment. Je le dis, ça je l'ai rarement dit. Je crois qu'hier on en a parlé et c'était la première fois que je le disais à quelqu'un. Je l'ai jamais dit à personne, même à ma femme, elle l'a appris hier, ça. L'intention, je te parle. Tu vois. Et puis au final, je croise mon oncle qui va voir sa mère, qui va voir ma grand-mère, et là, je me sens pris au piège. Je suis obligé d'y aller. Je peux pas ne pas y aller. En plus de ça, je lui explique que je vais aux urgences, et il me dit, bah du coup, je suis là, après tu montes. Donc bon, bah ok. Et puis là, du coup, je vais me faire soigner, et puis juste après, je remonte, je vais dans la chambre, enfin, j'arrive, mon oncle sort au même moment dans le couloir, et je lui dis ça va et tout va bien. Et sincèrement, j'ai pas forcément l'intention d'y aller encore, de rentrer dans la chambre, hein, parce que je veux pas. C'est ouf, hein. Tu vois, je veux pas l'avoir mal. Et là, il me dit, bah, elle dort. Et lui, le fait qu'il me dise elle dort, du coup, je me dis, bah, je vais rentrer. Et en fait, du coup, je rentre. Je me dis, au moins, j'ai fait cette chose-là, on sait jamais, je sais pas pourquoi. Et puis, du coup, je la vois, donc elle dort. Je fais pas de bruit, mais elle ouvre les yeux. Et elle me regarde, elle sourit. Je l'embrasse sur le front. Et puis je lui dis, dors, tu vois, continue à dormir. Et je ressors et je dis à mon oncle, du coup, c'est bon, enfin, ça se passe comment et tout, ça va? Tu vois, ça va, l'opération s'est très bien passée, elle sort lundi. Donc, très bien. Et puis, du coup, je rentre chez moi. Et puis voilà, c'est fin de journée. Et arrivé à 21h50 à peu près, je m'en rappelle encore, 20h50, je sais pas, j'ai un truc, je suis pris de quelque chose, je peux pas l'expliquer, et je me mets à pleurer. Mais vraiment pleurer. Et là, je rappelle mon oncle que je viens de voir 2 heures avant, et je lui dis désolé pour l'heure et tout, mais je voudrais juste savoir, est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va vraiment? Tu m'as dit qu'elle sortait lundi, mais c'est sûr. Il me dit oui, oui, mon titi, tout va bien et tout. Donc voilà. Et puis je vais me coucher, alors qu'il y a du monde chez moi, c'est rare que je le fasse. Et puis voilà, et puis le lendemain matin, je me réveille et j'apprends qu'elle est décédée. Et puis bah voilà, le rapport à la mort, il est arrivé là. Sur le coup, je pleure pas. Je m'en rappelle, je pleure pas.
Je vais rendre visite, du coup, on est une famille nombreuse. J'ai 9 au total, tonton et tata. Donc je vais au domicile de ma grand-mère, parce que je sais qu'il y a ma tante qui est là. Et puis là, bah voilà, je découvre l'après-mort du pilier de la famille. Et je me rends compte qu'il n'y a pas grand monde qui est là, de la famille en soutien. Il n'y a que ma tante, la plus jeune. Et puis bah, je suis obligé, c'est mon devoir. Voilà. C'est mon devoir, je peux pas fuir parce que c'est mon devoir de l'aider. Et j'accompagne tout ça dans le processus. Je vais au Maroc, je prends mon billet aussi pour aller au Maroc pour l'enterrement. Donc on est toujours dans ce processus d'accompagnement de la mort. Et puis là-haut, je découvre ma famille un peu démunie, qui n'ont pas connaissance des rituels, qui savent pas comment on doit faire. Et je me retrouve, moi, novice, dans l'apprentissage de ma religion, à faire les ablutions, pour faire la salat janeza, la prière mortuaire. Et puis voilà, j'accompagne au final mes oncles à ça. Je leur montre ce que je sais, ce que je découvre, mais je me rends compte que je sais beaucoup plus qu'eux à ce moment-là. Et puis voilà, enterrement, et voilà. Et puis après, retour en France, et là, faut accepter de vivre avec une perte. Mon rapport à la mort, il s'arrête là, jusque après au jour où je me dis, voilà, j'ai ce devoir de... J'ai peur de la mort, j'ai peur de tout ça, mais lavage mortuaire, je crois qu'il faut que je m'y confronte. Et en fait, je me pousse, je m'oblige. Et du coup, la personne que tu as vue ce matin, c'est cette personne-là que je contacte et que je dis quand il y a un lavage mortuaire, je veux apprendre, je veux assister. Et puis voilà. Et puis je crois très rapidement, 2 semaines après, il me dit tu peux venir. Alors justement, avant que tu nous partages peut-être ta première expérience de lavage mortuaire, je voulais te partager une anecdote en lien avec ma grand-mère. J'ai pas assisté à son enterrement. Et moi, je l'ai pas appelé dans ces dernières semaines, dans ces derniers instants. Je pense que beaucoup de gens peut-être qui vont regarder cette vidéo, on a une double culture. Moi, je suis originaire d'Algérie et je sais que c'est compliqué quand je suis en présentiel, déjà de communiquer, d'interagir avec certains de mes proches. Je parle d'Alidja, mais au téléphone, c'est dur. Ça, je crois que c'est un traumatisme. Je me souviens, Mehdi, j'étais, je crois, au CP ou en CEA. Et ma maman me dit de dire à mon grand-père, dis à ton grand-père qu'en été, on viendra. Ils savent que tous les étés, on viendra, tu vois. Et elle dit, dis à ton grand-père qu'en été, on viendra. Et je lui dis une phrase qui ressemblait à du japonais. Je lui dis, Inch'Allah, fi saifenju. Oh, fi saifenju. Tu vois, et lui, il était là, je me souviens, il était au bout du fil. Ah! J'ai fi saifenju. Et là, quoi? Fi saifenju. Et je crois, tu vois, depuis ce jour-là, j'ai fait une sorte de blocage. J'ai dit, vas-y, je parle plus avec ma famille en Dalidja au téléphone, parce que si c'est pour pas se comprendre, et dans cette frustration de ne pas pouvoir communiquer, j'arrête. Et donc, j'ai pas appelé ma grand-mère. J'ai pas appelé ma grand-mère. Et je me suis rendu compte de deux choses, en lien en plus avec la fermeté et la dureté qu'on pouvait mentionner. La dernière fois, j'avais quelqu'un en consultation. Je vais venir sur ma grand-mère. Hein. T'as vu quoi? Tous les détours que Les détours. C'est extraordinaire. On est trop fort pour prendre 3000 détours. Mais j'étais en consultation avec quelqu'un qui me dit mon père est décédé suite à une maladie. Et ma mère, on vient d'apprendre qu'elle serait potentiellement atteinte d'un cancer. Je sais pas si c'est malin ou bénin. Et forcément, quand tu es en consultation, tous les gens qui sont en face de toi, même peu importe, quand tu es connecté à la rencontre, à cette idée de rendez-vous, toute personne, quand elle vient de parler d'un sujet, tu te dis, pourquoi est-ce qu'elle me parle de ça aujourd'hui, maintenant? Donc moi, elle me dit, son père est décédé, sa maman est malade, paix à son âme. Et je me rends compte, pendant qu'elle parle, qu'en l'espace de quelques mois seulement,
Moi, ma maman, elle a été atteinte du cancer de la thyroïde. Et j'étais en Algérie. Je m'apprêtais à partir au Mali quand j'ai appris que mon papa allait se faire opérer du cœur. Et il m'envoie un message, je crois, il m'écrit jamais, tu vois. Je suis à Rardaya et je dis, mais pourquoi il m'écrit? C'est bizarre. Et je l'appelle, il me dit, Nadib, je vais pas très bien, je vais me faire opérer du cœur. Non, pardon, il me dit pas, il m'a dit, les médecins, ils ont dit que son cœur, il était un peu fatigué, machin et tout. Il va aller à l'hôpital en France, c'est plus simple que l'Algérie. Et à ce moment-là, peut-être avec la programmation de l'armée aussi, je me suis rendu compte que j'étais câblé pour que si mon père ou ma mère mourrait, moi, ma mission, c'est Rardaya ou c'est le Mali. Si je suis au Mali, je vais pas me faire violence pour aller l'enterrer, tu vois. Si je suis en France et qu'il est en Algérie, si j'ai là, ma mission dans l'instant présent, c'est d'être aux côtés de Mehdi, je termine la mission Mehdi. Et après, mon père attendra. Je m'en suis rendu compte pleinement de ça quand on aura, à force d'organiser les séjours dans le désert. Dans le désert, les gens viennent avec nous, leur téléphone, il est coupé. Et je leur dis, on s'en fout que vos enfants, ils meurent, que votre femme, elle meurt, que votre époux meurt, que vos parents, on n'en a rien à faire. L'essentiel aujourd'hui, c'est vous. Je leur dis, moi, je suis plus inquiet que vous mourrez que mes parents meurent. Parce que mes parents, il y a des gens pour s'en occuper. Qui est-ce qui peut s'occuper de vous, là, maintenant? Qui est là pour s'occuper de vous? Donc ma grand-mère, quand elle est décédée, j'étais dans un contexte où je pouvais pas du tout me déplacer. Ça me faisait mal d'entrer en communication avec elle. Je me suis rendu compte par rapport à la frustration de pas pouvoir aider. J'ai l'impression que le téléphone, tu fais semblant. Ça va? Ouais. Il te faut quelque chose? En fait, tu sais que tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc l'impuissance, la frustration, l'incapacité. Moi, j'ai choisi de couper pour me concentrer sur ce dont j'ai le contrôle là maintenant. Qu'est-ce qu'on ne contrôle pas dans une vie, Monsieur Anderson? On contrôle pas quoi? On contrôle pas... Pour moi, là, tout de suite, on contrôle pas les battements de notre cœur. Tu vois, en vérité, il y a plein de choses qu'on contrôle pas. Donc le peu, moi je me dis, enfin c'est un truc là comme ça que je me dis le peu qu'on peut contrôler, on essaie de le contrôler. Mais le cœur, tu vois, les battements du cœur, tu peux pas le contrôler. Là, s'il a envie de s'arrêter, le cœur, il s'arrête, tu vois. Comment tu vas faire, tu vois? Le temps que tu ailles chercher un défibrillateur, etc. Voilà. Donc là, je pense le cœur. Après, il y en a plein d'autres qu'on peut pas contrôler. On peut pas contrôler aussi ta réaction, l'autre, ce qui est autour de nous, on peut pas tout contrôler. Il y a plein de choses en réalité qu'on peut pas contrôler. Parlant d'absence de contrôle, du coup, hier tu nous as partagé ton premier lavage mortuaire, et ce qui était assez fou, c'est que de mémoire, il y avait un lien avec toi. Ouais, en fait, comme aujourd'hui, tu vois, enfin, hier, message, faut venir, pas d'infos sur le défunt, tu vois, pas d'infos sur le défunt, et puis tu y vas, quoi. Et du coup, mon premier lavage mortuaire, quand j'y vais, le drap, on l'enlève, et je me rends compte que je le connais, et que c'est le premier président, en fait, du club de foot où j'ai commencé, où j'ai fait mes premiers pas au foot, tu vois. Et là, je me dis, mais waouh! Enfin, à la claque, quoi, tu vois. Impressionnant. Et puis, faut y aller. Donc, là, si je te partage après, parce que tu m'avais aussi posé cette question-là en tout début, tu m'as dit, quand tu reçois un message et quand tu laves. Quand je lave, je suis beaucoup dans la projection. C'est vrai, pardon, pour recontextualiser, je t'ai demandé qu'est-ce que tu ressens. C'est ouf, hein. 25 minutes qu'on a. Ma question c'était qu'est-ce que tu ressens quand tu reçois le message?
qu'est-ce que tu ressens Je t'ai quand parlé tu de reçois, devoir. qu'est-ce Ouais. que tu ressens quand tu reçois un message? Je fais exprès de répéter par rapport à en fait, ça va être des cuts vidéo. Hmm. Mais ça, du coup, vous avez un peu les coulisses. Mais pour cutter au bon endroit, je suis obligé de répéter la question. Ouais. C'est pas, rien n'est préparé. Mais il y a obligé, Ouais, enfin, ouais, moi, je bien suis obligé sûr. de penser à cet Hmm. aspect technique. Donc, ma question, c'était qu'est-ce que tu ressens au moment de recevoir le message et pendant le lavage mortuaire? Donc quand je reçois le message, comme je te disais, le devoir, le sens du devoir, Ouais. je suis appelé, donc je dois y aller. Et quand du coup, pendant le lavage mortuaire, ce que je ressens, je sais pas comment le dire, mais je me mets à la place, je fais des projections. Je me projette, je projette souvent mon père, mes proches, mon frère. Aujourd'hui, c'était toi, tu vois. Je me disais, enfin, c'est des scénarios que je visualise. Et je me projette et aussi je pense à la famille et je pense à sa vie et En fait, il y a plein de choses qui se passent et en même temps, je pense à rien, en même temps, je pense à tout. C'est-à-dire que quand je procède au lavage, je suis là, je suis concentré dans ce que je fais, le souci de bien faire, de l'accompagner vers son plus beau et plus grand des voyages. J'ai le souci de bien faire. Et quand il y a des petits temps comme tu as pu voir, des fois, il y a, tu sais, c'est le temps de changer des choses, des serviettes, ceci, cela, de prendre. Bah là, c'est des visualisations. Et puis, euh, et puis j'aime bien prendre un temps à la fin de vraiment d'analyse, d'introspection et bon voilà. En gros, je me parle. Je parle à mon double. Et je crois que c'est hier qu'on en parlait. Je parle à mon double et puis je dis regarde ce qui va t'arriver. Est-ce que t'es prêt? Tu vois? Et Est-ce que t'es prêt? non. Je me la suis posée ce matin, tu vois, par exemple, cette question-là. Est-ce que t'es prêt? Non. Je suis pas prêt. Et du coup, la peur qui arrive. Rappelle la peur de mourir au mauvais moment. Elle est en lien avec ça. Quand je le dis, c'est souvent suite à ces questions-là. Est-ce que je suis prêt? Je suis pas prêt. Pourquoi? Je suis pas prêt parce que je suis pas assez grand. J'ai pas, je suis pas assez grand. J'ai pas fait assez. Voilà. J'ai la sensation de pas avoir fait assez. Et je sais que je peux faire plus et que je peux faire mieux. Rappelle, je t'avais dit, le plus grand ennemi du bien, c'est le mieux. Le plus grand ennemi du bien, c'est le mieux. C'est-à-dire, On peut toujours faire mieux. Du coup, même quand on fait bien, bah, on peut faire mieux. Et du coup, c'est ce qui nous pousse à ça. C'est pour ça que là, c'est d'autres questions moi qui me viennent en tête pendant qu'on parle. Et je me dis, est-ce qu'on est prêt un jour? Parce que je dis que je suis pas prêt, que j'ai pas fait assez. Du coup, à partir de quand j'aurais fait assez Tu sais, tu vas loin, tu vois. Attends, et selon les perceptions de chaque personne, tu vois, c'est en lien aussi avec, du coup, avec ce que je fais, la dépolarisation et tout, bah, moi, j'ai souvent la sensation que j'ai pas fait assez. Mais d'autres personnes vont me voir de leur vision et vont dire, c'est énorme ce que tu fais, c'est bien. Mais d'autres personnes vont te dire, oui, effectivement, c'est pas assez. Mais ce qui est important, c'est moi. Je te parlais je me ressens beaucoup sur moi et voilà. Moi, pour moi, je suis pas encore prêt parce que j'ai pas fait assez. justement, j'allais te poser cette question. Mm. Peut-être que tu la connais déjà, mais je voulais te poser cette question si tu avais le choix entre aller au paradis ou éviter l'enfer. Qu'est-ce que tu ferais? Aller au paradis. Pourquoi? Aller au paradis parce que je travaille pour ça. En fait, aujourd'hui, je travaille pas pour ne pas aller en enfer. Attends. Et là, je suis en train de me rendre compte, avec ta réponse, que ta fille, elle a été extraordinaire, en fait. Ouais. Elle a donné une réponse ultra puissante. Ouais. Les deux, tu vois. Soit l'un, soit l'autre. Ah. Aller au paradis ou Si tu éviter me laisses l'enfer. le choix, là, aujourd'hui, éviter l'enfer. Pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a pas pire que l'enfer. Et
Et je sais que si j'évite le pire, ça va, tu vois. Ça va. C'est ouf parce que ma première réponse, ça a été aller au paradis. Ouais. Tu Et vois, ce qui est ouf, c'est que du coup ta fille, elle nous Ouais. a dit qu'elle voulait éviter d'aller en enfer. Et que nous, on a voulu la dépolariser en Ouais. mode. Parce que qui dit éviter l'enfer, dit qu'on pourrait être face à quelqu'un qui a tendance à faire les choses par peur, par crainte, par culpabilité. C'est ça. Alors que qui dit aller au paradis, on pourrait avoir quelqu'un qui ferait des choses pour être stimulé par stimulation, par épanouissement, par libération, par des émotions positives. Alors je le précise pour les gens qui ne croient ni au paradis ni en enfer, prenez-le de manière symbolique et imagée, d'accord ? C'est le paradis entre guillemets sur terre ou l'enfer sur terre. Tu préfères vivre en ayant tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu pourrais imaginer et œuvrer en ce sens, ou tu préfères vivre de manière à éviter le pire des scénarios. D'accord ? Voilà, en substance. Et concrètement, cette question, elle a été posée en intervention, en conférence, et l'intervenant nous invitait à nous dire qu'il faudrait, d'accord, qu'il faudrait peut-être penser plutôt à comment éviter d'aller en enfer. L'idée étant qu'on a des comportements qui sont nuisibles, des automatismes qui pourrissent notre quotidien et celui des gens avec qui on vit. Donc, notre priorité en tant qu'humain, c'est pas de chercher à faire le bien. En réalité, faire le bien, c'est facile. Faire le bien, c'est facile. Ouais. Tu vois quelqu'un en détresse, tu sais que tu peux aider. Mais combien de gens ont fait le bien et il y a eu pour conséquence un plus grand mal? Combien de gens étaient persuadés d'avoir de bonnes intentions et les conséquences qu'il y a eu après, elles étaient gravissimes. Donc, l'idée, c'est pas de faire le bien à fond, mais d'essayer de limiter un maximum l'impact de tes gestes, de tes paroles négatives. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et en ce sens, il y a une fameuse question, et je te la pose, elle est terrible, c'est un dilemme extraordinaire celui-ci. Peut-être que tu as déjà été confronté à ce dilemme. Tu as un train qui arrive à toute vitesse, et tu as deux options. Soit tu laisses le train poursuivre et il va écraser 6 enfants. Bon, pardon les enfants, parce que je ne vais pas préciser. Mais soit le train, tu le laisses poursuivre et il va écraser 6 enfants. Soit toi, tu es en face du levier qui permet de changer la direction du train et tu l'actionnes et tu sais qu'il va tuer un enfant. Qu'est-ce que tu fais ? Tu laisses le train écraser 6 enfants mais tu n'as rien fait ? Ou tu actionnes le levier pour qu'il tue un enfant ? Je pense que j'actionne le levier. Je pense que j'actionne le levier pour qu'il tue un enfant. Pourquoi ? Déjà, 6. On est d'accord, 6, il les tue. Ah oui, le train, si tu fais rien, il les écrase direct. J'actionne le levier et il tue un enfant. Ouais, j'actionne le levier, je pense. Qu'est-ce qui ne te dit pas ou qu'est-ce qui te dit que cet enfant, peut-être qu'il aurait eu un impact plus grand sur le monde que ces 6 enfants réunis ? Il n'y a rien qui me dit ça. Il n'y a rien. Mais moi, c'est plus dans... je me dis aussi ça des 6 enfants. Ouais. Je me disais, il y a la quantité, il y a le nombre. Et si je peux en sauver 5, au final, j'en sauve 5. Maintenant, je connais pas. Et en fait, ça rejoint un peu la conversation d'hier et le sens du devoir. Je veux me sentir... comment dire ? Je ne veux pas ne rien faire, ne pas agir pour, tu vois. Je visualise, là, parce que moi, je suis très dans le visuel, et je visualise la scène, j'ai même l'endroit, tout et tout, et je me dis, 6 enfants, ils partent, et moi, j'ai rien fait pour les sauver. Mais voilà, il y a deux choses. Soit j'ai actionné
et je me sens limite tueur, coupable d'avoir tué cet enfant. Mais il y a aussi l'autre côté où j'ai actionné pour en sauver 6, du coup. Bah, je sauve les 6. Je sauve le plus d'enfants que je peux. Maintenant, qui me dit que cet enfant-là, oui, mais je crois que je me pose pas toutes ces questions-là parce que ça dépend pas de moi, ça. Je ne connais pas le destin de chacun, le passif, ce qui peut se passer, mais là, instinctivement, c'est ça que je ferais. Mais c'est un gros dilemme, hein, enfin. Mais moi, j'ai une autre question en lien avec ça. J'ai posé la question à ma femme, je pose la question souvent à des parents, mais je te la pose. Si tu avais un enfant et que tu avais pas le choix, c'est toi ou lui? Moi, lui de quoi? Qui meurt. Ouais. Moi, lui qui meurt? Ouais. Il a quel âge l'enfant? Il a quel âge? Il a l'âge que tu... Non. Il a 5 ans. Ok, l'enfant il a 5 ans. On est dans quel contexte? Est-ce que c'est la guerre autour de soi? Est-ce que c'est la vie normale? Tu vis une vie paisible. T'es à ma place. Ok. Voilà. Je suis à ta place. T'es à ma place. Ouais. T'es avec tes enfants. Et j'en ai qu'un? T'as le même nombre, du coup, viens, on scénarise. On scénarise. Même situation. Voilà. 5 ans. Donc, la 3e. Ok. Voilà. Donc, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est moi? Voilà. Tu préfères, ce que tu préfères. Ce que je préfère. Je te demande pas, tu sauves pas. Non. Moi, ce que tu préfères, toi. Si ça dépend de moi, franchement, aujourd'hui, moi, je suis dans une phase où ce que je préférais, peu importe, ça peut être une personne âgée, un enfant, ce que tu veux, moi, je préférais mourir moi, tu vois. Moi, alhamdoulilah, je suis pas prêt, hein. Mais t'es pas prêt. Je suis tellement reconnaissant pour tout ce que j'ai pu vivre que je peux que le souhaiter à quelqu'un d'autre. C'est cool. Moi, on me dit, il y a 10 personnes alignées comme ça. On me dit, il faut un volontaire pour mourir. C'est cool. C'est une question qui me fait grandir quand je pose la question aux autres, parce que pendant très très longtemps, ça commence à changer. Pendant très longtemps, mais tout le temps, toute ma vie, je disais, quand je parlais avec ma femme et tout, je disais, l'enfant, je préfère qu'il décède. Avec cette projection d'après, en me disant, je veux pas le laisser sans moi, cette souffrance, cette chose. Et pour moi, ma spiritualité, le développement personnel m'aide à changer de facette. Et en me disant, bah voilà, au final, l'enfant, ça fait partie de son parcours, ça fait partie des apprentissages de la vie. Mais j'étais tellement dans la protection, je veux protéger, je veux pas que... Je préfère souffrir, moi, d'un mal-être de fou, que lui souffre, tu vois. J'étais dans ça. Aujourd'hui, je commence à changer. Après, peut-être que moi, aujourd'hui, j'ai cette position-là, parce que j'ai vécu plein de choses. En fait, sans avoir été confronté à des morts réelles, j'ai été confronté à beaucoup de morts simulées, que ce soit la mienne ou celle des autres. Et en termes de panel d'expériences de vie, j'ai fait ce constat. Des fois, je suis fatigué. Hein. Oui. Des fois, je suis fatigué. Depuis le mois de janvier, il y a eu... alhamdoulilah, franchement, Dieu merci, tu vois. Mais il y a eu plein de pays visités, plein de rencontres, plein de gens, plein de... Donc, en fait, j'aimerais que tout le monde puisse le vivre. Et si c'est mon enfant, en fait, je sais que si c'est l'enfant de mon épouse et de moi, je lui fais confiance de fou. Ouais. J'en ai pas, il est pas là. Mais frérot, je te fais confiance. Ou, comment on appelle
Une fille. Tu sais, le fils, tu l'appelles frérot. Une fille, tu l'appellerais comment? Oh, là, c'est ma princesse, mais... Ah ouais? Ouais. Moi, j'appellerais ma guerrière. Ouais. Je fais confiance. Ma guerrière. Ouais, ça dépend qui. C'est parce que j'ai pensé à une. Mais il y en a une, je l'appelle ma guerrière. D'accord. Magnifique. Mais il y a pire que la mort. C'est quoi? Il y a la mort des vivants. Tu vois, moi vraiment, c'est trop bizarre, mais ça m'affecte. C'est bizarre, hein. Ça m'affecte plus de voir que des gens sont vivants mais morts. Qu'un mort qui doit mourir. C'est le cycle de la vie. Et il y a cette notion de contrôle. Un cœur qui est vivant mais qui est mort en fait. Qui bat encore mais qui est mort. Ça, moi, ça me fait mal au cœur. Tu vois. Comment on fait pour redonner la vie à un tel cœur? Franchement, si je savais, c'est un truc que j'utiliserais. Cette baguette magique, je l'utiliserais. Comment on fait? Moi, en tout cas, comment je procède? J'invoque, parce que c'est quelque chose justement, qui me dépasse. Et j'invoque pour ces personnes-là. J'invoque aussi pour le mien, pour que je garde ça. Parce que là, je t'épargne comment on fait, bah, on y va, on lui parle, on doit le conseiller, on essaie de le secouer, de lui faire comprendre, de parler, voilà. Moi, j'essaye. Comment on fait? On fait comme hier. On se sert d'un moment, d'une chose, d'une personne, d'échange. On force des moments pour essayer d'éveiller, de le refaire vivre, ce petit truc. Tu vois, bah, là, quand tu dis ça, en même temps, ça résonne à l'intérieur. Et je me rappelle l'histoire que je t'ai partagée, je crois, en live, et que je t'ai partagée ici aussi. Mais c'est une histoire qui m'a tellement bouleversé. Concrètement, à chaque consultation, bah, tu sais pas forcément sur qui est-ce que tu vas avoir au bout du téléphone. Des fois, on te raconte des histoires de fous. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui sont, entre guillemets, connectés. Et qui vont être très attentifs à partir du moment où ils ont pris rendez-vous. Et une fois, donc, je suis au téléphone avec quelqu'un. Il dit super good vibes, tu vois. Il dit bah, c'est fou, hier soir, j'étais assise en bas de chez moi en train de lire un livre. Là, et Najib, je voulais te le dire, j'ai croisé une femme. Enfin, c'est pas j'ai croisé une femme. C'est une femme qui passe par là. Elle m'interrompt dans ma lecture. Et elle vient me dire, madame, est-ce que je peux vous serrer dans mes bras? Et tu te poses 3000 questions à ce moment-là. Je dis, oui, pourquoi pas. Là, il serre avec une étreinte, mais comme elle a jamais ressenti ça. Et quand elle sépare, elle lui dit, madame, j'allais commettre l'irréparable. Je sais pas pourquoi je vous ai juste vu. Ça m'a découragé. Et je me suis dit, non, la vie, elle est trop belle. Il y a tellement de belles choses. Ouais, c'est fou. Et elle est repartie. Et en repartant, le pire, c'est qu'elle, de mémoire, elle serait retournée. Elle dit, madame, vous êtes comme ça, n'oubliez jamais. Et elle s'en va. Et donc, tu vois, ce que tu disais, concernant le fait de réveiller un cœur mort, moi, commence à raisonner. Bah, c'était en mode, en réalité, et c'est peut-être ça le paradoxe, si on souhaite réveiller les gens autour de nous, le monde, tu vois, est-ce qu'il faudrait pas, tu sais, se réveiller soi, à l'intérieur, déclencher quelque chose comme ça, qui fait que, juste par ta simple présence, comme un arbre, il parle pas. Ouais. Pourquoi il fait du bien? Tu me poses la question? Ouais. Ouais, parce qu'il est bien ancré. Ses racines, elles sont bien un truc, et puis il est vivant, il y a quelque chose, tu vois. Le ciel, il fait du bien. Ouais. Et il parle pas. Pourquoi il fait du bien? Ah bah eux, je pense, ils se posent pas tout un tas de questions. Comme nous, les êtres humains, ils sont créés pour être. Ils sont créés pour être. Et ils sont qui ils doivent être. Et nous, on est créés pour être, mais
les détours, les excuses, la fuite. J'avais un ami maître zen qui disait que concrètement, quand on regarde le ciel, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de nous. En fait, on regarde, on se connecte à notre immensité. On se connecte à ses pensées qui prennent la forme de nuages, ces éclaircies. Quand on regarde un arbre, tu l'as dit, l'ancrage, la stabilité, la résilience. Un arbre, c'est courageux, un arbre. Ouais. On va chercher de l'inspiration chez des gens, alors que juste tu regardes un arbre, c'est extraordinaire. Qui pourrait rester comme ça sans bouger, à se faire toucher, à se faire couper. Non mais, parce que j'ai une vision d'un arbre. C'est pour ça, moi je t'ai dit je suis dans le visuel, ça veut dire que je visualise l'arbre. Et je le vois. Alors, tu sais c'est quel arbre? Non mais attends, tu sais c'est quel arbre? C'est l'arbre de... Hier on est passé devant une école primaire. Ah. Au milieu de la cour, il y a un arbre, un gros arbre. D'accord. Et en fait, toutes les récréations, on se mettait à cet arbre-là. Et cet arbre-là, tout le monde était posé, tu sais, comme au quartier. Ouais. Il y avait toujours au moins, une personne à cette récré posée comme ça sur l'arbre. L'autre comme ça, en train d'attendre. Du coup, c'est pour ça que je te dis, moi je suis trop dans le visuel. Et là, quand on parle d'arbre, c'est cet arbre-là que je vois. Et quand tu dis, ça doit être dur, tu sais, t'imagines tous les étés, on vient, on se pose sur toi comme ça? Ok. Ah, oui, d'accord. Parce que du coup, quand on voit l'arbre, et là ce que tu es en train de dire, t'imagines, t'es là comme ça, et il y a des gens qui viennent se poser sur toi. C'est ça? On parle de l'arbre ou de Mehdi? T'imagines? Ouais. T'es là, et il y a des gens qui viennent se poser sur toi. Et c'est ça, normalement, la méditation. C'est quand je vois un arbre, quelle question je me pose? J'aurais jamais pensé à la question. Par contre, j'aurais pu dire, ouais, il y a des gens, ils viennent te faire des câlins. Moi, je suis pas trop, j'aime pas trop qu'on vienne, donc j'aurais pu dire ça. Mais toi, t'as dit qu'ils viennent te toucher ou se poser sur toi. Ouais. Et donc, c'est cette idée que ça renvoie à ça en réalité. Donc, la personne, concrètement, donc là, on l'appliquait à un arbre. D'accord? Mais quand on l'applique à un humain, bah, du coup, chaque fois qu'on regarde l'humain, on voit tout ce qui nous dérange. Et inversement, il voit quand nous, on est serein, apaisé. On parle de sérénité, d'apaisement. Comment tu te sens après un lavage mortuaire? Je me sens bien, heureux, apaisé, heureux, bien, serein, déterminé. Ouais. Comment ça se fait? Les projections, tu vois. En fait, ça te fait. Quand tu côtoies la mort comme ça te rend vivant. Du coup, c'est une sensation, tu vois. Quand mon père, quand je lui dis lavage mortuaire, tout ça, au tout début où je lui ai dit je fais des lavages, enfin, il l'a su comme ça en fait à travers une conversation. Il me dit hey, qu'est-ce que tu te noircis comme ça, enfin en gros, c'est pas le noirci qu'il m'a dit, mais il m'a dit oh moi ça, les trucs comme ça, ou après je lui dis pas, c'est pas du tout ça. Je suis heureux, épanoui, déterminé, je me rends compte de la chance que j'ai. Je viens de voir des choses. De toute façon, il y a deux solutions. C'est vrai, hein, mais je pense que c'est toi qui te l'applique. C'est soit tête en bas et tu te morfonds, et ce que je viens de vivre, et ben la mort, et puis j'ai vu la famille, et ceci et cela, et du coup t'es au plus mal. Ou soit justement, tu relèves la tête, et tu te dis ce que je viens de vivre, c'est une chance. Ça me fait penser à dans le désert quand tu enterres. En gros, c'est une chance que t'as. Bah en fait, quand tu vas laver, c'est une chance. C'est ta propre mort que t'es en train de vivre. Tu vois? Moi, en tout cas, quand t'as parlé tout à l'heure et que tu donnais cette explication, c'est une chance. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, que je le vis. C'est une chance. Et quand je rentre, du coup, je suis serein, je suis bien, je suis apaisé. Et voilà. Je te disais, ma femme, elle aime bien quand je rentre, tu vois. Enfin, elle sait que
franchement, c'est déjà arrivé pour te dire que je fasse un lavage mortuaire et tu sais, je suis dans mes pensées et tout, et on a éteint un feu tout à l'heure, et à ce feu-là, j'avance pas, tu vois. Et en fait, parce que tu sais, je suis ailleurs, c'est vert, ça passe au vert, et j'ai une image d'une personne. Pouh, pouh, ah là là, elle se met à côté de moi, ah, réveille-toi, excuse-moi. Pardon, la vie est belle, je t'aime. Eh, tu te fous de moi, ah là là, et elle continue. Je roule, et tu sais, j'ai senti ce jour-là que, en fait, tu peux... Voilà, j'aimerais avoir cette sensation toute ma vie, tu vois. Mais le problème, c'est que, bah non, tu vois. Après, t'as nos émotions qui viennent, la vie, les enfants, le truc, une frustration, deux frustrations, les petites tâches. Voilà. Ma naissance, tu vois, ma naissance, j'ai l'impression de renaître à chaque fois après une mort. Dernière question pour toi, Mehdi. Comment est-ce que tu aimerais mourir? Comment est-ce que j'aimerais mourir? Tu vois, tout de suite, je suis dans la visualisation, là, Il y a plusieurs solutions, mais j'aimerais mourir aux côtés de gens bons, tu vois, de la plus belle des manières. J'aimerais mourir comme Dieu m'aura destiné ma mort, tu vois. En vrai, j'ai même pas envie de... Ça, c'est quelque chose que je peux pas maîtriser, mais si je peux mourir sur la Terre Sainte, ça serait magique. Si je peux mourir pendant un acte d'adoration, voilà, ça c'est le grand classique, on l'entend, mais c'est pour l'après, tu vois, ça c'est en lien avec l'après. Mais comment est-ce que j'aimerais mourir? Ouais, c'est avec... J'aimerais mourir, c'est pas comment. C'est j'aimerais mourir en me disant que autour de moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est pas tant le comment que je me dis j'aimerais mourir comme ça, comme si... Avant je faisais du foot, je me disais j'aimerais mourir sur un terrain de foot. C'était ça. Peu importe. J'aimerais mourir et de me dire t'as fait ce que t'avais à faire. T'as fait le max. Voilà. Merci Mehdi. Merci à toi. Merci à toi Najib. Merci pour ce moment de partage. Toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Un honneur de commencer ce nouveau format avec toi. Je pense que je viendrai longtemps. Je te souhaite le meilleur en tout cas dans la vie. Je te souhaite le meilleur en retour. Merci pour toutes tes sagesses, merci pour tous ces moments de partage. Merci à toi également pour ce matin. Du coup, tu m'as fait confiance et tu m'as amené avec toi. Donc, un grand merci à toi. Merci Najib. Merci à vous pour votre écoute, pour votre patience, pour votre venue jusqu'ici. N'hésitez pas à nous partager en commentaire ou par message votre ressenti, ce que cette conversation vous a évoqué. Pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans ces conversations, dans ce sujet, la mort, le deuil, la famille, les proches, n'hésitez pas, il y a 2 scénarios qui s'ouvrent devant vous. Le premier scénario, c'est de contacter Mehdi pour travailler sur vous-même et venir peut-être effectuer ce travail sur le deuil, sur la mort, sur votre rapport à la vie, à travers la dépolarisation, venir peut-être normaliser certaines choses. Alléger. Normaliser ou alléger certaines choses. Et pour celles et ceux qui voudraient faire un travail plus orienté sur les psychothérapies, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Moi, dans les 2 cas, je vous mets les 2 liens. Donc, toutes les manières de contacter Mehdi ou moi, sous la description vidéo. Excellente journée à vous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.